Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jean-Luc et merci de te prêter à cet exercice de l'échange. Merci à toi. Je serais tenté de commencer tout d'abord par une citation de toi que j'ai trouvée dans les lectures que j'ai faites pour préparer cet entretien. Je suis fasciné par le mensonge. Moi-même, quand on me regarde, je suis un mensonge. Mon tabou agace. Non, ça ne doit pas être ça. Non, ça ne doit pas être ça parce que je ne parle jamais de tabou, j'en ai pas. Non, c'est effectivement, je suis complètement... je ne sais pas me relire, c'est grave. Mon tatouage, c'est une voilette, oui. Ma résille, c'est ce qui me tient. Alors, j'ai une question directe à te poser d'abord. Le dessin est un mensonge ? Le dessin est par essence un mensonge puisque c'est la façon de traduire 3 dimensions en 2 dimensions. Donc c'est une illusion, un artifice. Donc par essence c'est un mensonge. Ensuite, ma fascination pour le mensonge vient du fait que en art, en amour, en politique, on le sait tous beaucoup trop, un mensonge bien asséné est bien plus crédible qu'une vérité un peu platement donnée. Donc il s'agit de se rendre possible dans l'entendement du public. Quant à moi, comme vous me voyez aujourd'hui, dans ces affutiaux de vieil adolescent, je suis quand même un presque vieil homme et je me présente avec cette armure de dureté, alors qu'au fond, bien sûr, je suis très tendre, comme mes dessins, eux, sont très doux et recèlent avec un peu de chance des choses très empoisonnées et très coupantes. Tu dis volontiers que le dessin tient tous les autres modes d'expression, la photographie, la peinture, le cinéma. Mais qu'est-ce qui tient le dessin lui-même ? Le travail, l'énergie qu'on y met, la correction. La correction, c'est une chose qui est très importante pour moi. D'abord parce que le dessin, on le corrige. Et que moi-même, je ne cesse de me corriger. Je corrige ma mauvaise éducation. Merci à mes parents, s'ils m'entendent. Je corrige mon extraction, dont je me suis extirpé grâce à la culture et à l'art. Je corrige ma posture. Le dessin me permet de me tenir et de me maintenir tant que je peux le faire en tout cas. Le dessin, c'est aussi ce qui me permet, par exemple, de rentrer mon ventre au moment où je vous parle. Je me corrige dans ma posture et j'essaie de me rendre intelligible en utilisant des mots précis. Alors, tu as fait allusion à une séquence, je dirais, biographique. Tu as parlé de tes parents. Je crois qu'il est très important, pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas nécessairement, de dire un mot justement de cette trajectoire qui t'a conduit finalement à être artiste. Encore faut-il que tu acceptes l'expression être artiste. Je suis artiste, oui, je suis artiste, je l'ai toujours été, même avant d'avoir une production. C'est ce qui m'a d'ailleurs rendu étranger à mes parents à partir de mon enfance. Mais je veux bien parler de ma trajectoire, mais à l'heure où le storytelling est un lubrifiant commercial pour l'art, je pourrais vous parler de ma grand-mère qui lisait dans les tasses de marc de café ou qui faisait du rhum arrangé. Non, il ne s'agit pas de ça. Je préfère juste dire que je viens d'un environnement sans culture et surtout avec beaucoup de préjugés par rapport à la culture en général et à l'art en particulier, et aux arts en particulier. Je viens d'un milieu homophobe. J'ai eu un training catholique extrêmement rigoureux quand j'étais jeune. J'ai même servi la messe. J'ai fui mes parents assez vite. J'ai été punk, et puis new wave, et puis gothique. J'ai été prostituée, j'ai été dealer, j'ai été polytoxicomane. Je suis maintenant un honnête fonctionnaire d'État. Vous êtes bienvenue. Vous pouvez me confier vos enfants.
Et je suis un artiste avec une polysémie de médiums, voilà, divers et variés. Et j'appartiens maintenant, voilà, du caniveau et j'en suis assez fier. Et maintenant, je me retrouve dans les collections internationales et dans les musées. Donc la prophétie de tes parents qui disaient pas bon à rien, mais mauvais en tout, ils se sont plantés. Oui, en fait, c'était pas mes parents, c'était surtout ma pauvre mère, qui était une femme extrêmement méchante et bête. Finalement, je pense qu'elle se qualifiait elle-même par ces mots. Retournement de situation. Alors, par rapport justement à ton activité d'artiste, effectivement, là, tu viens de décliner un certain nombre d'éléments qui sont plutôt par rapport à ta biographie, mais par rapport à cette situation d'étant artiste, euh, on relève que tu es une sorte d'artiste orchestre, artiste acteur, comme je crois que c'est toi-même qui utilises l'expression, ou quelqu'un qui l'a exprimé pour toi, chorégraphe, auteur, danseur, chanteur, performeur, comédien et dessinateur. Et auteur. Et Oui, auteur, oui, je l'ai. oui, je suis un peu tout ça, et en Touche à même tout. temps, touche à tout, touche à ce que je peux. Surtout, je touche encore bien d'autres choses qui ne sont pas encore ni montrables ni écoutables. Donc, je fais encore bien d'autres choses qui ne sont pas encore au niveau de ce que je voudrais qu'elles soient. Après, il y a une notion qui a été évidemment très reprise des idéologies un petit peu dures, mais j'aime beaucoup la notion d'art total. Voilà, il y a un mot même magnifique en allemand dont je ne me souviens jamais, voilà, et qui est un peu dévoyé. Par exemple, quand un plasticien ou une plasticienne biblote un peu en céramique et commet une scénographie et qu'on on fait des titres de journaux en disant artiste total, j'avoue que ça me fait un petit peu mal, je ne sais pas où, je ne le dirai pas, mais c'est un petit peu douloureux pour moi. Donc, l'art total, pour moi, c'est, par exemple, pour prendre un exemple que vous n'avez peut-être pas vu d'ailleurs, parce que c'est une pièce qui a tourné évidemment dans des lieux prestigieux, mais qui ne tourne plus. La dernière pièce de danse que j'ai faite, j'étais le chorégraphe, j'étais sur le plateau aussi, j'ai fait les costumes, j'ai fait les maquillages, j'ai coiffé les perruques, j'ai fait le texte, j'ai fait le décor, etc., etc., etc. Donc, pour les céramiques que j'ai faites il y a quelque temps, j'ai réappris la céramique. Je n'ai pas délégué. Bon, quelquefois, je délègue. Je ne sais pas tout faire, malheureusement. Je n'ai pas le temps de tout apprendre. Mais pour moi, cette notion d'art total est très importante. C'est la façon dont je m'offre au monde. Mais est-ce que ça exprime une certaine panique, je dirais même existentielle? Absolument pas. Je ne suis pas, je ne suis pas du genre à être paniqué par le vide et à le remplir avec du travail. Je ne suis d'abord parce que je suis profondément paresseux par essence et que justement, pour passer d'une à l'autre de ces activités artistiques, j'ai besoin de sas, de rien du tout, pour me reconstituer et pour permettre à un médium de rejaillir sur l'autre par écho ou par ricochet ou par tricotage. Mais comment on opère pour ne pas risquer de se perdre? Alors là, ça interroge quelque chose qui est très français et qui est, pour vous donner un exemple, voilà. J'ai été reconnu dans le topos du dessin sur papier pendant les 15 premières années de ma carrière. Et puis j'ai commencé à faire de la photo. Et là, certaines personnes, certains critiques, pas les meilleurs, ont commencé à dire, mais il se dilue. Il fait du dessin, qu'il fasse du dessin. Quand j'ai commencé à chanter et à écumer pas mal de lieux, prestigieux ou pas, des lieux spécialisés ou pas, quand j'ai commencé à faire du cabaret, quand j'ai commencé à avoir un groupe, et puis 2 groupes de rock, quand j'ai commencé à danser, certaines personnes, ou même certains collectionneurs, ont commencé à flipper un peu et à dire allô. Dis-lui que j'arrive. Je,
je reviens. Voilà, et ça en dit beaucoup sur les limites des gens. On veut vous mettre dans des boîtes ou vous mettre des étiquettes, et surtout que vous y restiez. Ça permet aux gens d'avoir une certaine sécurité. Par exemple, on dit de moi, la dernière fois, j'ai dit à un homme que j'aime beaucoup et qui est directeur de la Biennale de Dubaï, Pablo Del Val, et je lui ai dit, bon, là j'aimerais bien travailler à nouveau en Espagne, est-ce que tu as des trucs et tout? Et il m'a dit, tu sais, ton art n'est pas facile. Ce qui m'a à la fois déplu et à la fois conforté. C'est-à-dire que, voilà, si j'étais par exemple un artiste gay, ce que je ne suis pas, je suis homosexuel, mais je ne suis surtout pas un artiste gay, je ne dessine pas avec mon slip. Si j'étais un artiste gay, je pourrais intéresser des curateurs gays et je pourrais aller dans des endroits où on fait des choses communautaires gays, avec peut-être aussi des collectionneurs gays qui seraient confortés dans leur gaïtude, voilà. Mais non. Si j'étais, par exemple, je ne sais pas, uniquement écologiste, alors voilà, on pourrait avoir ce tag et puis je pourrais intéresser toute une branche du commerce et de l'art par ce tag. Ah, on fait une expo sur l'écologie. Jean-Luc Vernat, c'est un artiste écologique. Si j'étais sur... voilà, si j'étais... Mais en fait, je suis tout ce que je veux. La seule chose que je ne suis pas, c'est par exemple, je ne suis pas racisé. Je suis né blanc. D'ailleurs, je suis beaucoup plus gribouillé que blanc maintenant. Mais apparemment. voilà. Et encore, je suis habillé. Et bon, voilà. Mais je suis tout à la fois. Et dans mes dessins, je parle de tout. Je parle d'absolument tout. Alors, tu dis, je suis tout à la fois, et justement, tu fais tout à la fois en même temps, puisque tu le disais, hein, oui. C'est ça. Mais encore une fois, je voudrais essayer de comprendre, avant qu'on rentre dans des images, de comprendre ce comportement. C'est quoi? Alors, si c'est pas de la panique, c'est une tentation. Tu veux que ne rien t'échappe? Tu as besoin de survivre à quelque chose? Non. Non. Je fais les choses pendant que j'ai encore un peu d'appétit pour les faire et que le dégoût que m'inspire l'humanité et le commerce ne prennent pas le dessus. C'est juste ça. Donc c'est une volonté de maîtriser quelque chose? Non, c'est une volonté de vivre. Maîtriser la vie? Non, surtout pas. Non. Non. C'est comme quand on fait un concert, on n'est pas là pour maîtriser, on est là pour perdre le contrôle devant les gens. On n'est pas là pour maîtriser. La maîtrise, ça n'existe pas. On est là quoi? Pour communiquer, pour échanger? Si j'étais fasciné par la maîtrise, par exemple, je montrerais les dessins que je faisais il y a 30 ans, c'est-à-dire des grandes académies sur papier bistre, rehaussé de blanc, qui m'ont été enseignés par un grand maître du dessin qui était Grand Prix de Rome. Je ne fais pas ça. Je rejoue mes dessins sur un coup de dé en les faisant fondre par du solvant, et après je fais le décompte des morts et j'essaye de les raviver comme un thanatopracteur avec du maquillage. C'est d'ailleurs la même chose que je fais moi le matin devant le miroir. Donc non, le contrôle ne m'intéresse absolument pas. Le seul contrôle qui m'intéresse, c'est celui de mon poids. C'est perdu d'avance. Un contrôle partagé par beaucoup de gens. Ouais. On va regarder d'une manière simplement, on va faire défiler quelques images. Ah, je crois qu'elles ont déjà défilé. Je vais remonter un peu, non? Hop. Donc elles sont ici pour nous. Juste, c'est pour montrer des dispositifs qui sont mis en jeu dans la façon de montrer le travail et de montrer évidemment le dessin, puisque c'est cela qui nous intéresse. Donc c'est juste un petit parcours comme ça de quelques images en relation avec des lieux récents ou dans les dernières années ou encore très récents. La Fondation Salomon, à la galerie. Alors justement, c'est très bien que vous commenciez par le dispositif, car si je suis, comme je l'espère, un bon artiste, je ne suis pas un grand artiste, ça c'est clair, mais je suis un bon artiste. Ceci dit, il n'y en a pas tant. Je suis un bon artiste, mais je suis un très très mauvais accrocheur. Et je n'ai jamais réussi qu'un seul accrochage, c'est celui de mon exposition monographique au McVal il y a 6 ans, qui a été un succès, merci. Autrement, je m'en remets toujours aux gens qui ont ce talent. Je travaille depuis 32 ans maintenant avec la Galerie de Paris, qui a ce talent. Donc à chaque fois, voilà, Florence Bonnefou me propose un accrochage,
je n'ai rien à dire de mieux et ça marche très bien. Quand je suis à la Galerie Salomon, enfin à l'Espace Salomon, ils me proposent des choses et je vois avec eux. Et généralement, c'est eux qui ont les bonnes idées. J'ai fait la scénographie de ma monographie muséale parce que c'était comme une sorte de pièce de théâtre. Voilà. Un spectacle? C'était un déroulé. C'était le déroulé de 30 ans de carrière et de production. Donc il y avait plusieurs acteurs, plusieurs actrices, plusieurs décors, plusieurs objets, et il s'agissait de refaire cette histoire. C'est une histoire. Donc là, je n'ai pas eu de mal. C'est un récit. Donc voilà, là, je n'ai pas eu de mal. Mais autrement, généralement, je suis un accrocheur absolument médiocre. Je n'ai pas voilà. Je fais des pièces qui ont leur qualité, mais je ne sais pas les faire chanter ensemble d'une autre façon que de les accrocher les unes à côté des autres. Alors, les accrocher, mais il y a aussi des travaux qui sont faits sur le mur. Oui. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est le mode de présentation du dessin. Je il dessine peut avoir sur été le caché mur. par des voiles, il y a un peu tous les systèmes, je dirais. Oui, parce que je n'ai pas de règles. Le premier wall drawing que j'ai fait m'a été proposé par ma galeriste en 1990 dans une expo de groupe. Et j'avoue qu'à l'époque, je ne savais même pas qu'on pouvait dessiner à même le mur. Donc merci pour ça quand même. Et après, voilà, je suis sorti du dessin sur papier avec beaucoup de facilité finalement, puisque on m'avait aidé à faire le premier pas. Donc je dessine sous un voile ou sur un voile, sur un satin dernièrement, sur du bois, sur toutes sortes de choses. Je dessine, voilà, je dessine partout où je peux. J'ai fait des sols, j'ai fait des meubles, j'ai dessiné sur des meubles aussi. Je n'ai absolument pas de limite, si ce n'est celle de mon énergie et de mon appétit. Et l'argent. Ça veut dire quoi? Et l'argent? L'argent permet de produire. Produire, c'est important. Je peux toujours produire des dessins sur papier. C'est pas difficile. Je peux le faire. C'est ce que je fais le plus régulièrement et le plus souvent. C'est comme ça que, voilà, c'est comme si je me coupe, le sang coule, c'est comme ça. Après, quand il s'agit d'avoir de la mise en œuvre, il faut que je trouve de l'argent. Et ce n'est pas forcément de l'argent que j'ai. Je suis professeur aux Beaux-Arts de Cergy pour l'instant, parce que j'ai besoin d'argent, parce que je ne peux pas survivre avec ce que me rapporte l'art ou mes arts. Et c'est un problème, bien sûr, et ce n'est pas que mon problème. On est plein à être professeur parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et on essaye d'y prendre du plaisir et de l'intérêt et de le faire le plus honnêtement possible. Ceci dit, et il y a pire comme métier, je pourrais quand même être au McDo ou à l'usine, donc il n'y a pas de problème. Mais l'argent, effectivement, est un problème, surtout quand il manque. J'ai pu me faire des petits tatouages, j'ai pu me faire arracher les dents et les faire remplacer par du titane, j'ai pu faire plusieurs choses quand j'ai eu des gros coups de fric, et j'ai pu faire des pièces. Mais je ronge mon frein, et je ne suis pas le seul sur la scène française. Je fais partie des 200... de cette liste idiote des 240 meilleurs artistes ou plus grands artistes français. Si elle est idiote, pourquoi la citer? Parce qu'elle existe. Et pour dire qu'elle est idiote. Et pour dire que sur ces 240 artistes, le groupe de tête des 10-15 vit de son art et les autres non. Oui. C'est pour ça que je cite cette liste stupide qui ne concerne pour que... la dénoncer, donc. Pour dire qu'elle est aussi stupide que tout le reste, finalement, parce que c'est un monde bien dérisoire dans lequel nous nous débattons. Alors, on va regarder un certain nombre d'images, mais tout de suite, je vais m'arrêter un moment sur celle-ci. Donc, c'est un portrait. C'est toi. Vous n'êtes pas un peu beaucoup maquillé? Non. Cette phrase,
C'est la phrase qui me suit et qui nomme, c'est le titre de toutes mes expos solo depuis 1991. C'est une phrase, on cherchait un titre avec Florence Bonnefou, ma galeriste, et il se trouve que j'ai passé 37 ans à Nice, 37 ans assez difficiles, car c'est une ville très difficile, c'est une ville très froide, sous le soleil brûlant. Et quand on est bizarre, alors je ne dirais pas queer, parce que c'est un tag qui ne rime à rien pour moi, et c'est comme punk, ça ne concerne que le commerce et la communication. Quand j'étais étrange, quand j'étais très maquillée, quand j'étais punk, quand j'étais prostituée, j'étais vraiment très maquillée, je le suis toujours, et même de plus en plus, parce que maintenant je vieillis, et qu'il faut cacher des trucs. Et c'est la façon dont le Sud vous dit quelque chose. Vous n'êtes pas un peu beaucoup maquillé, ce qui veut dire vous êtes franchement trop maquillé, ou vous ne devriez pas vous maquiller. Et donc Florence m'a dit ça, Werner, vous n'êtes pas un peu beaucoup maquillé? J'ai dit ben non. Elle m'a dit ben voilà, c'est le titre. Et puis comme ça a été mes débuts de cette association amicale avec ma galerie, à chaque fois, comme un gris-gris, j'ai continué. Et les gens dans la rue continuent à me dire, vous n'êtes pas un peu beaucoup maquillé, vous n'êtes pas un peu beaucoup tatoué, vous n'êtes pas un peu beaucoup pédé. Somme toute, c'est pour éviter qu'on vous pose la question. On me la pose de toute façon. J'ai arrêté de vouloir me battre contre la bêtise de mes contemporains, ou de la plupart de mes contemporains. C'est très bien. J'ai choisi cette tête. Bon, en même temps, je parle de ma tête, ça n'a rien à voir avec l'art. Hein. Je parle juste de mon personnage. Ça a à voir avec le dessin, de ma part, même pas. Si je me tatoue, j'ai commencé à me tatouer à un moment où les gens se tatouaient pour être différents des autres, contrairement à maintenant où les gens se tatouent pour être comme les autres. Et je me tatouais parce que j'étais punk et qu'il fallait... C'était ma tribu, c'était ma tribu signe urbaine. De reconnaissance. Voilà. Et je me maquillais parce que du temps des Gender Benders, de Culture Club, de tout le monde, de Killing Joke, etc., les hommes hétéros ou pas, étaient aussi maquillés que les femmes, et aussi bijoutés, et aussi résillés, et que j'aimais bien cette fluidité du genre qui allait de soi, et qui n'était pas encore une idéologie. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas une utilité à ce que ce soit quelque chose il faut se battre, et je suis de tous les combats, mais je fais quand même partie des gens qui ont pavé le chemin. Voilà. Et donc, voilà, j'ai choisi cette tête. Je sais très bien que ce visage cristallise immédiatement les colères et les frustrations des gens et questionne leurs préjugés. Alors quelquefois j'ai de la patience et un petit peu de pédagogie, quelquefois je n'en ai pas. Ça vous place de toute la manière en situation de différence. On est tous différents. On est tous différents. On est tous différents, et justement, moi, ma différence, si je la porte sur ma peau, ça n'a rien à voir avec quelque chose. Ce n'est pas un courage. C'est-à-dire que je me place... comment dire ? Je vais retourner la chose différemment. Quand je fais un dessin et que j'attends qu'il y ait cette petite déflagration intime chez quelqu'un, j'espère que ce quelqu'un ne sera pas un homme tatoué de plus de 50 ans, homosexuel. Et j'espère que ce sera quelqu'un de différent. J'espère que je trouverai une communauté d'émotions et de sens avec des gens qui ne sont pas moi et qui ont l'air tellement différents et finalement qui ne le sont pas. On est tous très différents, on est tous étrangers les uns aux autres. Moi, par exemple, je suis blanc, je ne le suis pas de la même façon que les autres blancs. Je ne suis pas pédé comme tous les autres pédés. Je ne suis pas un artiste comme les autres artistes. Et les autres non plus. Et c'est pour ça que je fuis toutes les communautés, d'ailleurs. On est fondamentalement seul, c'est ça que tu veux dire ? Bien sûr. Et devant la page, devant le dessin à venir ? Devant les dessins, comme devant le miroir, comme devant l'être aimé, comme devant la dernière heure, comme devant ses parents. On est seul, bien sûr, on est seul. Ce qui est bien, c'est d'avoir quelques illusions et puis quelques... Voilà, il y a les amitiés, il y a les accointances qui vont et qui viennent, d'ailleurs. Mais évidemment, on est profondément seul. Et on n'est même pas sûr que les autres existent. Peut-être que vous n'êtes que les éléments de mon rêve et que je suis juste un élément de votre cauchemar. Je ne sais pas. Donc, je ne sais même pas si cette réalité est quelque chose à laquelle... voilà, c'est pas parce que c'est tangible que c'est réel. Tout ça... On va regarder quelques dessins que je vais faire passer juste
comme ça, sans parole pour commencer. Je vous les laisse découvrir. Vous avez et le titre et l'année de réalisation. Vous voyez qu'ils sont tous des visages. Point commun, évidemment, à cette série. On va en reparler. Des visages qui se présentent pour l'essentiel peut-être, et ça aussi je voudrais interroger Jean-Luc sur cette question, le rapport au masque. Quand on me regarde, on n'a plus beaucoup de questions. Si, on en a plein. Donc voilà, cette série d'images assez différentes les unes des autres. Et à propos, par exemple, je vais m'arrêter sur celle-ci, mais j'aurais pu m'arrêter sur une autre, parce qu'il y a évidemment au regard, et quand on va sur le stand de la Galerie Art de Paris sur la foire, on voit bien que ce sont des dessins qui offrent une matérialité particulière déjà. Je pense qu'il serait bien, c'est de parler de cette matérialité qu'ils offrent à voir au niveau du support. Donc, ça veut dire parlons cuisine. OK. Parlons cuisine, absolument. La cuisine, j'aime évidemment laisser la cuisine à la cuisine. Et par exemple, quand mon mari fait la cuisine et qu'il reçoit chez nous, à table, il y a des plats et on n'explique pas comment ils sont fabriqués. Parce qu'il y a de l'obscénité à savoir comment on a fait ceci, cela. Je veux bien vous le dire, de toute façon, je n'ai pas de secret, mais c'est très trivial et très, très idiot. Ceci étant, tu prends soin de la description de la technique sous chaque dessin. C'est le cartel qui oblige ça. Oui, c'est de la cuisine, c'est de l'information sur la cuisine. Oui, en même temps, le cartel ne dit pas « D'abord, il y a eu un premier dessin qui ne me plaît jamais, malgré ma petite dextérité. Et donc, il s'agit de s'envoler en déposant ces valises académiques un peu trop lourdes et un peu surannées. Et donc, ce dessin, je le questionne. Pour le questionner, je le calque. Quand on calque un dessin, on tue la virtuosité, s'il y en a une, du poignet, le fa presto. Voilà, je réserve la virtuosité de mon poignet à d'autres activités. Et donc, je tue la manière du dessin, j'en fais l'image d'un dessin. C'est une première façon de le tuer. C'est aussi une façon de le corriger, comme une sorte de Photoshop Cro-Magnon. Tuer, c'est aimer. Tuer, c'est aimer. Peut-être, non. Non, pas pour les dessins. Non, ça excuserait beaucoup de violence conjugale. C'est non. C'est certainement non. Non, mais j'étais en train de penser évidemment à Eros et Thanatos. Oui. Je sais ce que tu vas me dire, je ne fais pas de dessin érotique. Voilà. Et donc, après ce calque, généralement, je le photocopie. La photocopie, c'est un procédé très pauvre, qui est bientôt d'ailleurs frappé d'obsolescence, puisque je préfère les photocopies à tonnerre, 20e siècle forever. Et donc, cette photocopie, je la transfère, je la fais cracher, son encre, sur un support, quel qu'il soit. Je ne vais pas refaire la polysémie des supports, et il en résulte une sorte de macule assez informe, puisque dans la flaque, je perds beaucoup du premier dessin, et c'est tant mieux. Mais vider le dessin originel de cette façon, c'est aller chercher quelque chose de plus subtil de ce dessin, quelque chose de sa substance immatérielle. Non, c'est rejouer le tout sur un dernier coup de dé. Et quand on a ce fantôme, je le répète, comme le matin devant mon pauvre visage dans le miroir, je prends ma palette de maquillage et je le ressuscite de la façon dont je le ressuscite au moment où je le fais, c'est-à-dire différemment d'un jour à l'autre. Démarche malarméenne. Et donc, pourquoi pas? Et pas seulement. Et du coup... Et du coup, il y a une grande transformation, une grande perte, et je fais avec ce qui reste. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a une perte justement de contrôle, et je m'en remets, même si ma poubelle est bien plus pleine que mes murs, je m'en remets au hasard de ce dernier coup de dé et de ce dernier coup de solvant. Donc c'est la quête d'un résidu. C'est la quête d'un résidu, et si j'utilise le maquillage, c'est aussi parce que il n'en reste que
que ce qui est important. Vous voyez, quand il y a un visage, que ce soit un visage dessiné ou un vrai visage, mettez-lui du tatouage, mettez-lui beaucoup de maquillage, et certains visages qui seront moins incarnés ou moins forts resteront illisibles du coup. Or, un visage suffisamment expressif arrivera à percer toutes ces couches d'artifice. Moi, par exemple, c'est mon challenge en vieillissant. Plus je me tatoue, plus je brouille par cette voilette d'encre la nudité de mon corps et son expression, plus je challenge la façon dont je peux quand même faire passer mes émotions et mes expressions. Alors, tu as évacué d'une certaine manière comme ça la question du support. Et pourtant, c'est important parce que c'est parfois des objets de récupération Oui. qui sont des objets qui existent en eux-mêmes, si je puis dire, qui ne sont pas simplement qu'une feuille de papier, même si elle existe en elle-même, évidemment. Ça dépend. Mais qui peut être aussi le verso d'une carte ancienne. Ça dépend. Et qu'est-ce qui va gouverner le choix de ceci ou de cela? Ce que j'ai sous la main. Simplement. Simplement. C'est-à-dire qu'au début, j'ai pris des feuilles, des vieilles feuilles. La plupart du temps, c'était des vieilles feuilles un peu jaunies. Parce que, en manière d'autoportrait, c'est des feuilles qui en ont beaucoup vu et beaucoup vécu, tout comme moi, et tout comme vous d'ailleurs. Et puis, ce sont des feuilles qui sont en train d'être victimes de leur propre acidité. Et ça, c'est vraiment comme moi. Et qui sont en train de mourir sous vos yeux, comme nous tous. Et donc ça m'a plu. Et puis, quand je suis sorti d'école d'art, où j'ai eu haut la main un diplôme de peinture, alors que j'étais un très mauvais peintre, je l'ai découvert assez vite, heureusement pour tous. Et pour la peinture, je me suis retrouvé très pauvre, à habiter sur le sofa des uns et des autres. Et il se trouve que les papiers que je trouvais dans les poubelles ou que j'arrachais des pages de garde des livres, c'était pas cher et que tout mon matériel de dessin tenait dans un petit sac. Donc ça a été l'économie qui a forcé à ces premières choses. Maintenant, les grands dessins qui sont là à la foire et que je vous invite toutes et tous à regarder et à acheter sont des dessins qui ont été faits sur des feuilles que j'ai acheté, du Bristol, parce que maintenant je suis un artiste nanti, bien sûr, du Bristol ou du Canson ou des choses comme ça. Donc réellement, maintenant, j'ai tout un panel de différents supports et je prends absolument ce que j'ai sous la main, comme les crayons. Donc il n'y a pas de quête de sens particulier par rapport à l'image à venir? Non. Il n'y a pas de relation? C'est une rencontre qui se fait, je crois beaucoup au hasard, je crois beaucoup au coup de dés. Je crois beaucoup aux choses qui arrivent comme ça parce qu'on les met en relation. Après, comme je vous dis, ma poubelle est très pleine. Donc, quelquefois, ces relations ne se font pas et donc je ne les montre pas et je les jette. Alors, l'image de référence, par exemple, si on regarde cette œuvre qui me paraît être quand même particulièrement puissante, forte, dans sa jeunesse, dans son propos, si on te comprend bien, tu n'avais aucune espèce d'idée de ce qui allait être son aboutissement. Bien sûr, mais je ne suis pas complètement neuf. C'est-à-dire que je suis parti d'un portrait de Joan Crawford et d'une photo prise sur Internet. Et je savais qu'avec l'altération que j'allais lui poser, elle ressemblerait peut-être à une sorte de Joan Crawford de Cagnes-sur-Mer, ou alors, par la somme de maquillage que j'allais lui donner, une fois de plus, à la chanteuse Siouxsie Sioux, qui revient périodiquement depuis tant d'années dans mon travail, pour différentes raisons. Et puis peut-être qu'elle ressemble juste à votre tante Janine. Ou alors, peut-être juste que c'est un visage plutôt féminin, ou peut-être pas, puisque la mâchoire est tellement carrée. Donc on ne sait pas. Et puis ce maquillage qui est rudoyé, est-ce que c'est un maquillage d'après une nuit d'amour? Est-ce que c'est un maquillage d'après la fête? Est-ce que c'est un maquillage d'après un viol? Est-ce que c'est un maquillage d'après une violence domestique? Et là, c'est l'histoire du regardeur ou de la regardeuse qui prend le relais. Donc il s'agit d'offrir des narrations les plus ouvertes possibles.
Toutefois, il y a un élément, notamment dans cette image, mais dans la plupart des images que j'ai fait défiler et que je peux refaire défiler comme Là, celle-ci. par exemple, vous avez un Robert Smith de Nice. Vous savez, dans les années 60, il y a eu une armée de Brigitte Bardot qui était toute un petit peu ratée et qui était absolument délicieuse. Dans les années 80, il y a eu une armée de Robert Smith qui était toute un peu ratée et qui était absolument désarmant, de joliesse et voilà, qui était très touchant. Et j'aime beaucoup les. Là, maintenant, je prends le métro. Et il y a, voilà, j'aime beaucoup la Grace Jones de Saint-Denis. J'adore la Rihanna de République. J'adore voilà, la Fanny Ardant du 16e. Voilà, bon, la Fanny Ardant du 16e en même temps. Bon, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien ces espèces de fausses ressemblances de gens qui embrassent le persona de quelqu'un d'autre. Et en fait, on ne voit que cet échec. Et c'est cet échec qu'on aime. Alors cet échec, c'est l'échec qui est récurrent dans toutes ces images. C'est-à-dire c'est le masque de la mort. La mort est omniprésente dans le travail. Bah, la mort est omniprésente parce que je tue mon dessin, que je le relève, que je le tue, que je le relève, que je tue, que je le relève, etc. En même temps, plus que le masque de la mort, moi je pense, et je repense surtout au mensonge, moi qui ai eu un training, comme je vous l'ai dit, extrêmement religieux, je pense à la Vera Icona. Je pense au Saint-Suaire de Turin, qui est un faux avéré, et que les gens continuent à adorer et à vénérer. C'est l'histoire de l'image, c'est l'histoire de l'art. L'art, c'est d'aimer quelque chose qui n'existe pas et qu'on a travaillé à ne pas faire exister de toutes ses forces. Alors cette histoire de l'art, disons un mot là-dessus. Sur les figures qui ont été stimulantes, qui t'ont porté, qui t'ont rassuré. Quelles sont-elles dans l'histoire de l'art que nous connaissons et que tu parcours? Est-ce qu'il y a des personnalités, des œuvres, des travaux qui ont plus marqué? Ou qui sont là encore? Avant de faire mon top 10, je vous dirais que dès que je croise la chose représentée ou la figuration, ça me touche et ça me nourrit. Ça me nourrit d'amour, ça me nourrit de colère, ça me nourrit de dégoût. Le dégoût et la colère ont toujours été un très très fort moteur pour moi. J'adore les dessins tout ratés de mes étudiants quelquefois, ceux qu'ils détestent et que moi j'adore. J'aime beaucoup les esquisses de Delacroix qui sont souvent laides. J'aime beaucoup... Laide ou simplement jeté, négligé? Non, moche. Moche. On a le droit à ça. J'ai vu, vous savez, j'ai vu une exposition terrible qui m'a fait beaucoup de mal d'Odilon Redon, où on avait gratté les tiroirs post-mortem de ce bel artiste, et où on avait trouvé des choses que lui-même n'aurait pas aimé montrer. Voilà. Il y a des choses laides, il y a des choses qu'on a laissées derrière soi, pas moi. Mais moi, je jette tout. C'est parce que tu les tues? Non, je les jette. Non, je les tue. Tuer, c'est un acte de création qui fait partie des couches de travail. Non, tuer, c'est autre chose. Non, je jette, je déchire, je jette. Voilà. Là, pour ce portrait qu'on voit, qui est une sorte de portrait de Tura Satana, qui est pour moi une réminiscence féminine du golem. En fait, Tura Satana, c'est une actrice de Ruth Meyer. Et en fait, j'y vois comme un Saint-Suaire. J'y vois, oui, c'est la Vera Icona. Voilà. Celle-là aussi, d'ailleurs. Oui, à chaque fois, il y a ça, cette espèce d'empreinte qui a été fabriquée. Voilà, Sainte Véronique, c'est la falsificatrice. J'aime beaucoup ça. Et par rapport à quelques noms d'artistes? Alors, dans une période où tout le monde fait feu de cette très vieille course à la modernité, je parlerai plutôt de Félicien Rops, d'Alfred Kubin, bien sûr. J'aime beaucoup, évidemment, Victor Hugo.
dessinateur. J'adore les dessins de Ingres parce que c'était le roi du décalque et le roi de sa propre falsification. Et ça, j'adore ça. J'aime beaucoup. Oui, il y a surtout eux, je pense, surtout à eux. Après, moi, j'ai d'abord, avant de connaître Patrice Juge, qui a été mon maître de dessin, avant que je rentre dans une école d'art contemporain qui était la Villa Arson, j'ai appris en autodidacte à dessiner en copiant les X-Men et l'anatomie artistique de l'homme de Genio Barksey que j'avais volé, qui est un livre très bien et très suranné. J'aime beaucoup les choses surannées. J'aime beaucoup les choses ringardes aussi. D'ailleurs, j'en profite pour c'est drôle, euh, les sujets de mes dessins. Par exemple, j'ai fait beaucoup de dessins d'anatomie pendant les 20 premières années, des sortes de chansons de gestes qui expliquaient des choses avec... voilà. Et puis, alors que j'étais moi-même danseur pour la compagnie de Gisèle Vienne pendant toutes ces années. Et puis, à un moment, j'ai décidé d'avoir le courage d'être chorégraphe, et j'ai fait danser des gens, et donc je n'avais plus à faire danser ces corps sur le papier. Et donc, je me suis retourné vers le chutier de l'art contemporain, et je me suis dit, qu'est-ce qui est très ringard en ce moment ? Qu'est-ce qui ne va pas dans le parfait objet de commerce que tant d'artistes, femmes et hommes, essayent de trouver et de produire pour subsister. Il n'y a pas de mal. Et j'ai regardé, il y avait le dessin animalier qui, il y a 8 ans, avait très mauvaise presse. Et donc, pendant 7 ans, je n'ai dessiné quasiment que des oiseaux. On va y venir, Et justement. puis alors là, moins à Drawing Now, d'ailleurs, ce qui veut dire que c'est une assez bonne foire. Mais dans beaucoup de foires d'art contemporain, ces 3 dernières années, il y a eu pléthore d'oiseaux, parce que c'est le greenwashing, et que maintenant on doit être hyper écolo, parce que c'est le moment, la planète brûle. Bah oui, il était temps, enfin je veux dire. Et du coup, il y a eu plein d'oiseaux, pour le meilleur et souvent pour le pire. Tous plus littéral et décoratifs les uns que les autres. Et donc, j'ai décidé d'arrêter de faire des oiseaux parce que je préfère les choses ringardes et je préfère les choses surannées, les choses obsolètes, et de voir dans ces vieilles actrices de la représentation, si on arrive à les secouer un peu et à leur faire une petite chanson de geste et à les maquiller comme il faut, si elles peuvent encore entrer en résonance avec notre époque. Alors, à l'écran, il y a une image d'une figure qui est hybride, on va dire, hein, Oui. puisqu'elle est mi-humaine, mi-animale. Oui. Celle-ci, par exemple, comment tu en parles? Elle est advenue de quelle manière? Normalement, cette image, le premier dessin, c'était un oiseau sabot, c'est un oiseau qui existe, un oiseau sabot qui avait le bec fermé et qui regardait juste la caméra comme ça. Et puis, j'ai fait subir à ce pauvre oiseau tous les outrages que je fais subir à toutes mes Torture, esquisses, même. j'espère bien. Et dans la dernière macule, j'ai trouvé un bec grand ouvert avec un fantôme de visage à l'intérieur. C'est Plutôt. une pareidolie, ça, alors. Oui, alors pareidolie, là aussi, c'est un mot que tout le monde ignorait jusqu'à il y a 3-4 ans, les pareidolies. Moi, je préfère ce que, ce que Léonard de Vinci, que je n'aime pas, ceci dit, moi je préfère Michel-Ange, mais bref, ce que Léonard de Vinci appelait le don de double vue, c'est-à-dire dans les tâches, voir des choses. Et donc, avec ce don de double vue, j'ai réussi à extirper des limbes avec un tout petit peu de rehauts de blanc, pas trop, ce Cette figure visage. improbable. Voilà. Après, j'y vais toujours mollo dans l'extirpation parce que je préfère m'en remettre à la subtilité du regardeur ou de la regardeuse. Je crains beaucoup les images qui sont très explicatives et très 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 lisibles et qui font partie plutôt du vocabulaire de la communication pour moi que de l'art. Quelque chose de l'ordre de la caricature, non, dans cette image, dans la veine, attention, pas dans la veine contemporaine, dans la veine plutôt Granville, 19e siècle. Oui, Granville, Daumier, j'adore, mais Granville et Daumier, le trait est tellement vivant et tellement leste. J'y suis pas.
Non, non, je préfère, là, pour le coup, je channel ma grand-mère et le marc de café. Il s'agit vraiment, je jouis d'une très très De mauvaise, l'apparition, alors. de l'apparition et aussi de, vous savez, j'ai une très très mauvaise vue. J'y vois très très mal. Je sais pas. D'aucuns diront que ceci explique cela. Oui, 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 mes images sont aussi myopes que moi. Et je vis dans un brouillard permanent. Et pour arriver à dégager l'expression des gens, je suis obligé de vraiment les fixer et de vraiment essayer de faire le point et d'arriver à lire à travers plusieurs hypothèses l'hypothèse qui me plaira le plus. Donc je fais la même chose avec mes dessins. Et quand je les porte au regard des gens, j'estime que loin des 3 secondes qu'on donne généralement au dessin, ou peut-être une demi-seconde dans les foires de dessin, les gens peuvent être accrochés par la petite histoire dans l'histoire s'ils arrivent à s'immerger un petit peu dans l'image. D'autant plus dans les petites images. Alors, tu parlais d'oiseaux, en voici quelques-uns. Et je voudrais que ce soit l'occasion de creuser un peu cet intérêt avicole, comme on dit joliment, compte tenu aussi évidemment que ces figures d'oiseaux, elles sont aussi différentes les unes des autres que les figures précédentes, que les visages. Oui, quand j'ai fait ce livre d'oiseaux qu'on peut se procurer aux éditions Marguerite Wachnine, 10 euros. Je dis ça parce que je fais toujours attention. Dont le titre est dont le titre, c'est un je sais, c'est pas moi qui ai trouvé le titre, c'est un très beau titre en latin qui veut dire pour en finir avec la légèreté du monde ou quelque chose comme ça. Voilà, merci. Je fais un petit crochet par ça parce que vu le prix de mes pièces, je fais toujours attention de produire des livres et des sérigraphies qui sont à la portée des bourses de mes étudiants ou des gens qui viennent du milieu dont je viens moi. Parce que je ne m'adresse pas qu'à une seule catégorie de la population. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc quand j'ai fait ce livre d'oiseaux, j'ai écrit juste une seule petite phrase qui est au dos de la couverture et qui dit « Pour celles et ceux qui ne verraient dans ces dessins d'oiseaux que des dessins d'oiseaux, je ne peux vraiment plus rien. » Donc ces oiseaux, ils disent des choses aussi différentes que la bascule de l'Europe dans l'extrême droite, que les violences policières, que le trouble dans le genre, que le racisme, que la vie et la mort. La vie et la mort, mais ça c'est la base. Voilà. Une fragilité de passage. Oui, 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 bien sûr, mais ça, une fois de plus, la vie, la mort, la fragilité de passage, toutes ces choses, et l'étrangeté, toutes ces choses-là dans un seul petit ballot, c'est pour moi le minimum syndical pour un artiste. Mais il y a quelque chose aussi d'une tendresse dans ces visages, dans Il ces y a oiseaux une qui douceur. n'existent peut-être pas exactement dans les visages. Oui, il y a une douceur, mais mes dessins sont le contraire de moi, en fait. C'est-à-dire que j'essaie de produire des images jolies, si possible belles, parce que le joli, c'est vraiment, ça me fait chier. Si possible belles, mais après, c'est le goût des gens qui le dit. Douces, bien faites, et qui recèlent quelque chose de fatidique ou d'empoisonné ou de coupant ou de terrible. Ça, c'est ce que je fais. Et moi, donc, je suis différent. C'est-à-dire que quand on me voit dans la rue, on peut croire que je suis un vieux skinhead ou que je suis, alors j'ai tout entendu, sataniste, pédophile, etc. Et en fait, à l'intérieur, je suis comme une pauvre petite fille désolée de ce monde et désarmée. Donc, en fait, mes dessins, c'est mon négatif. Voilà, je produis les choses que j'aimerais être finalement. J'aimerais être quelqu'un de très beau, très doux et qui peut tuer en un mot. Voilà, c'est ça que je fais. Et la figure de l'oiseau peut La figure de l'oiseau, c'est comme la se figure de trouver l'homme. être cette figure-là. La figure de l'oiseau n'est qu'un prétexte, comme toutes les autres figures. L'oiseau, je me suis dit l'oiseau. Ah, l'oiseau, personne ne veut faire des oiseaux.
parce que c'est tout pourri, et puis que c'est vieillot, et puis que ça se vend pas, et puis que voilà. Et puis après tout le monde en a fait parce que écologie. Et du coup j'ai dit bon bah maintenant que tout le monde en veut, bah j'en veux plus. Donc maintenant je fais autre chose. Mais tu serais peut-être plus du côté des oiseaux d'Annette Messager que des oiseaux de l'actualité. Bien Non. sûr que je suis plus Annette Messager que Françoise Petrovitch, mais après on choisit toujours ses amis et les autres. Peu importe. Moi, mes oiseaux, ils appartiennent à celles et ceux qui les aiment. Peu importe qui ils sont et pourquoi ils les aiment. Et d'ailleurs, mes oiseaux enferment mes petites histoires à moi, mais l'histoire finale, c'est l'écho que produisent ces histoires avec l'histoire des gens. Et quelquefois, ils m'en rapportent des histoires qui n'ont rien à voir avec ma propre histoire. Et c'est tout bénef. Ça veut dire que j'ai un écho dans le monde et parmi mes contemporains. Et que par-delà, je ne vole pas l'oxygène que je respire. Et que je suis validé en tant qu'être et en tant qu'artiste. Et ces oiseaux, c'est comme pour les visages, tu vas chercher leur image par le biais d'Internet, Ça tu dépend. puises partout. J'ai des oiseaux empaillés chez moi. Il y a Internet. Pourquoi ils ne sont pas vivants? Pourquoi ils ne sont pas vivants? Parce que ça chie partout et que ça fait du bruit. Je croyais que tu allais dire parce qu'il y en a qui rentrent par la fenêtre parfois. Ils ne rentrent jamais. Mon mari nourrit les corbeaux de son vivant. Parce que on habite au cimetière et que les corbeaux tapent à notre verrière pour être nourris, mais ils ne rentrent jamais. Ils n'ont pas cette folie. Et puis il y a les livres d'oiseaux, et puis quelquefois j'invente un oiseau, ou quelquefois je vois 2 images d'oiseaux, et puis ça reste dans ma tête, et puis il y a un marcotage qui se fait mentalement. Mais peu importe l'oiseau, peu importe sa réalité, son réalisme, sa ressemblance ou sa pertinence anatomique, je m'en fous en fait. Je m'en fous. Et puis ça m'a permis de... J'avais produit un petit texte, voilà, j'écris aussi, voilà. Et je demandais aux gens si, par exemple, ils trouvaient que les oiseaux blancs étaient plus beaux que les oiseaux noirs ou les oiseaux de couleur. Si, du premier regard, ils arrivaient à distinguer un oiseau d'une oiselle, et si ça leur posait un problème. S'ils savaient que nos oiseaux d'Alsace étaient des oiseaux d'Afrique. Voilà, c'est des vecteurs qui me permettent de parler du monde. Voilà. Et les vecteurs, je peux parler du monde avec une fleur, je peux parler du monde avec une chaussure. Une chaussure, peut-être pas encore, je n'ai pas essayé. Alors justement, tu parles du monde aussi d'une autre manière avec des paysages. Oui. Ce qui est une image qui n'est pas si récurrente ou si évidente. Quand on pense Jean-Luc Vernat et son travail, on ne pense pas du tout à paysage. Et là, il en existe donc, je ne sais pas si c'est d'ailleurs complètement des travaux récents, enfin si, au niveau des dates, mais là, le paysage lui-même, est-ce que c'est un genre, puisque on le qualifie comme tel dans le monde de l'art, est-ce que c'est un genre qui est arrivé récemment ? Les seules façons pour moi de faire des paysages depuis 1990, c'était de me remettre dans cette... la montagne Paramount, que je transformais en montagne par amour. Voilà, la montagne par amour, ça m'a permis de décliner toutes les saisons de l'amour et de parler du paysage. Le paysage, c'est très douloureux pour moi. En quoi ? Parce que je suis un enfant du béton et des villes et j'ai un rapport très, très difficile avec la nature. En même temps, quand on a ma gueule, il y a de quoi être un petit peu, vous voyez. Et en même temps, faire un dessin où il n'y a personne, où il n'y a pas d'être vivant, ça me posait un problème. J'arrivais pas à faire donner une histoire, que ça dise quelque chose. Et puis, pas de storytelling, mais bon, j'ai fait j'étais dans le coma, machin. Et du coup, j'ai eu ces visions de paysages hybrides entre là d'où je viens, les paysages du sud, avec ses cyprès, ses palmiers, ses rocailles, et puis les paysages de là où je suis, puisque j'habite maintenant Paris depuis 20 ans, et dans ce brouillard noir de paysages quasiment momifiés, ou en tout cas qui se perdaient dans l'obscurité
et dans lesquels j'étais obligé de faire tellement d'efforts pour savoir s'il y avait un buisson au premier plan ou s'il fallait contourner un tronc d'arbre pour accéder à une rive ou quoi que ce soit. Et pour les qualifier, j'ai utilisé cette façon de faire un lettrage dans le ciel. Et ces lettrages dans le ciel, qui sont des titres en anglais, il se trouve, ce sont des titres de chansons, de New Wave, et ce sont des musiques inquiètes, des musiques urbaines, et des musiques qui disent des choses très noires et très, très angoissantes, et très angoissées. Ce sont des musiques inquiètes. Et cette façon de qualifier ces paysages qui s'enfoncent dans la noirceur ou qui sont déjà peut-être Dans le momifiés. crépuscule, en tout cas. Une sorte de crépuscule, il y a une fin, il y a une finitude, d'autant plus que c'est lié, il se trouve à ce coma assez long que j'ai eu et dont je ne suis pas sorti indemne. Voilà, j'étais beaucoup plus brillant avant. et, et du coup, j'ai fait la somme avec ces sortes de... Ce sont comme des cartes postales musicales. Est-ce qu'il y a un clin d'œil à Edroucha? Pas du tout. J'aime beaucoup Edroucha, mais pas du tout. Non, 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 non. Non, c'est plutôt un double clin d'œil à ma propre obsolescence programmée et à l'obsolescence de la nature et du monde et de notre vie, et aussi de la carte postale. La carte postale, c'est quelque chose qui disparaît. On n'envoie plus de cartes postales. On envoie des textos maintenant ou des mails. La carte postale, c'est une image dont le texte est caché. Ça peut être, quand on voit des cartes postales quand on va chiner, on voit des cartes postales où derrière il y a des grandes déclarations terribles ou des déchirements. Puis quelquefois c'est juste gros bisous mémé. Voilà. Donc on ne sait pas le texte qui est derrière. Et puis il y a ce panneau avec une image et un lettrage qui le barre. Et ça, c'est la grande stupidité de tous les panneaux Internet qu'on a vus depuis le début d'Internet. Et c'est quelque chose d'extrêmement trivial et d'extrêmement sans qualité. Et moi, mon travail, c'est de regrader des choses sans qualité. Les papiers n'ont pas une qualité extraordinaire. J'utilise des fards premier prix. J'utilise des crayons pas très chers. J'utilise des pastels bof. Et j'utilise des voiles de nylon, j'utilise des choses qui n'ont pas de qualité. Le beau est dans le rudimentaire? Non, le beau, c'est dans la façon de faire au mieux avec ce qu'on a ou avec ce qui reste. C'est-à-dire qu'il y a des clochards. On n'est pas loin du rudiment. C'est pas le rudiment, parce que le rudiment, c'est comme si... C'est aussi être spartiate. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est de prendre des choses volontairement qui n'ont pas de qualité et de leur insuffler une noblesse qui essaie de surpasser les soies, les ors, les papiers japon. Qui soit autre, alors, une noblesse autre. Une vraie noblesse. Alors, il y a une question sur laquelle peut-être on va terminer cet échange. C'est, tu nous as dit que Sans compter les questions des gens s'ils en ont. Oui, bien sûr, ça c'est, je parle de nous, là, enfin, bien sûr. Tu rappelais et tu disais que tu étais enseignant, oui. Fonctionnaire, je ne sais plus comment tu l'as dit, oui, en tout cas, de fonctionnaire d'État pour le moins. Comment on enseigne le dessin? Est-ce qu'on peut enseigner le dessin? Non. Alors comment l'enseignes-tu à Cergy? Le dessin, déjà je ne l'enseigne plus à Cergy. Comment l'enseignais-tu? Même, on n'enseigne pas le dessin. À partir du moment où quelqu'un dessine, il sait dessiner puisqu'il dessine. Après, on peut toujours mieux dessiner, mais il faut définir le mieux. Est-ce que dessiner, c'est avoir ce vieux savoir-faire qui est le mien, mais comme des milliards d'autres, de réussir à faire quelque chose qui ressemble au modèle? Est-ce que c'est le vérisme? Est-ce que c'est la façon de donner du volume? Est-ce que c'est... On a la photo pour ça, on s'en fout. Non. C'est exprimer un soi? C'est prendre des décisions plastiques qui contiennent du sens. C'est ça, dessiner. Et ça ne s'enseigne pas. On peut pousser les gens à être la meilleure incarnation d'eux-mêmes, on peut leur donner confiance en eux, on peut leur dire de résister aux méchancetés et aux critiques, on peut leur dire que ça va aller, même si dans le monde en général, on sait que ça ne va pas aller.
Mais enseigner le dessin, moi j'ai fait des cours de nu pendant 23 ans. Je fais des cours de nu, oui, je peux vous le faire les yeux fermés. Ne faites pas le cerne a priori, ça aplatit la figure. N'oubliez pas de croiser vos hachures dans ce sens-là, ça exprime d'une façon plus contrôlable le volume. Reprenez les lumières à la gomme. Guide des modes d'emploi de l'art de dessiner par Jean-Luc Voilà. Vernat. Et quand j'ai commencé à m'apercevoir que j'étais en pilote automatique, je me suis dit peut-être qu'il faut que j'enseigne l'art au lieu d'enseigner le dessin. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'art? Rien. Il ne faut rien attendre. Même pas de ne pas en sortir indemne? Mais non, 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 il ne faut rien attendre. Il faut juste attendre. C'est comme des gens. Il ne faut rien attendre des gens. Moi, j'attends rien des gens, à part qu'ils m'achètent parce que j'ai besoin de produire. Je n'attends rien des gens. J'attends. Et quelquefois, il y a des rencontres. Quelquefois, il y a des petits miracles. Quelquefois, il y a... Mais je n'en attends rien. Si je commence à attendre des choses... Si je suis là en disant « mais qu'est-ce que j'en attends ?» mais je serai dans un état de frustration encore pire que celui qui est le mien de base. Non, non, je n'en attends rien de l'art. J'attends que ça continue de me faire vivre. J'attends que ça continue de me donner l'appétit de vivre. J'attends que ça me propose des rencontres, que ça me donne une sorte de boussole entre les gens fréquentables et les gens qui le sont moins. Et j'attends aussi que ça me donne aussi ma propre température et que j'arrive par ce biais à bien me souvenir de qui je suis et à ne pas faillir et à me corriger. Corriger, le mot avait été prononcé dès le début. Alors, voilà. Merci Jean-Luc. Je vous en prie. Y a-t-il des questions? Il fait lui-même... Question. Oui, à haute voix. Alors, j'ai une question et une remarque en même temps. Oui. Je vais me lever. Alors, Jean-Luc, cher Jean-Luc, oui. Quand il a été question, une petite remarque sur la question de la solvance, quand on oui. Règle l'assaisissage, oui. Et j'ai pensé tout d'un coup, je n'y avais pas pensé, à un petit passage dans Kafka, où Kafka voit une maison brûlée, un paysage comme ça, de nuit, et dans la nuit, cette maison brûle, et il dit que de la voir justement comme ça dans son émission, il en voit la structure. C'est parce qu'elle est en train d'être détruite qu'elle se, tout d'un coup, il en voit parce que la structure idéale. Donc, il nous semblait voir quelque chose de ça dans cette solvance des visages. Donc ça, c'est la remarque question. Est-ce qu'il y a cette idée de faire ressortir une idéation de la structure même des visages? Ça, c'est la première question, on va dire, plasticienne, plastique. Et la seconde, c'est celle de l'âme. Et souviens-toi, par le biais de ces petits réseaux qu'on appelle Instagram, une fois je t'envoie un petit ping-pong là et où j'ose, et là j'ose encore utiliser ce mot impossible qui est le mot d'âme. Et en t'écoutant, je prenais des notes à l'appui et je voyais notamment un chant mexicain qui était le voile, insuffler, tu disais également extirper des limbes, donc tout un chant quand même qui me semble-t-il vient, en tout cas convoque la possible idée de l'âme, toute la dimension aussi hugolienne de tes dessins, et on sait combien Victor Hugo faisait notamment, faisait le spiritisme, faisait tourner des tables. Tu parles également d'apparition, de double vue, tu dis mes dessins c'est moins en négatif. Et dans ce petit message que je t'avais envoyé sur Instagram, je te disais, Jean-Luc, est-ce que tu cherches ton âme? Et tu m'as répondu, non, je la fuis. Et voilà. Et donc je te la repose en public parce que, est-ce que c'était juste une astuce, un petit jeu de l'esprit qu'on a fait là entre nous, ou est-ce qu'il y a un vecteur de vérité? Merci. Merci Cécile. Je connais Cécile Ménardi depuis quelques dizaines d'années. Cécile Ménardi est un écrivain, 30 ans, et est une femme écrivain. Je préfère ce terme à écrivaine, parce que dans écrivaine, il y a veine, et on est loin de ça. Première réponse. Oui, il y a aussi de la substantifique moelle. C'est ce qui subsiste. Et effectivement, cette remarque kafkaïenne est absolument pile bien placée. Et j'espère bien que tu feras un texte pour mon prochain catalogue.
Ensuite, parler de l'âme, quand c'est dans le vocabulaire poétique, oui, j'entends bien. Après, à cause de mon training catholique, l'âme, tout de suite, ça me fait peur. Parce que j'entends l'idéologie de la religion. Et je sais que ça n'est pas ton cas. Mais si on est là pour convoquer des choses et pour les insuffler, je préfère, et aussi pour les appeler, je préférerais parler d'esprit. Voilà. Insuffler de l'esprit, trouver les esprits, convoquer les esprits. Les esprits des pères, les esprits des sujets, les esprits des gens qui vont, des matériaux et des gens qui vont rentrer en résonance avec ce que je fais. Donc ça, c'est plus ça pour moi. Oui, je pense que c'est ça. Et quand je t'ai dit fuir mon âme, dans ce petit ping-pong que nous avons, cette petite relation épistolaire instagramesque, en fait, ce que je fuis, c'est ma mauvaise nature. C'est ça que je voulais dire. Je fuis ma mauvaise nature. Donc je recherche ce qu'il y a de meilleur dans mon esprit, mais je fuis ce qu'il y a de pire en moi, c'est-à-dire mon héritage génétique, c'est-à-dire les blessures narcissiques de l'enfance qui ont été infligées tellement profondément que jamais ça ne se refermera. C'est fuir ma paresse, c'est fuir ma mollesse, c'est fuir mon état adipeux, c'est fuir le sofa et Netflix, c'est fuir la drogue. Et on ne fuit jamais une fois pour toutes. Est-ce qu'il y a fuir l'autre aussi ? Je n'ai plus à fuir l'autre parce que je vis dans un état d'ermitage assez total. Voilà, je suis soit à mon atelier, pendant que je travaille en haut, mon mari travaille en bas. Je suis en répétition, ou je suis sur scène, ou je suis là, ou je suis dans les foires parce que je suis quand même un bon produit d'appel, d'une façon trivialement commerciale. J'aimerais l'être plus. Voilà, mais on me croise très peu dans les pince-fesses ou dans les dîners mondains, ce qui m'a valu d'ailleurs pas mal de retard et pas mal d'inimitié, parce qu'il y a des jeux que je n'aime pas jouer, mais par chance, depuis 32 ou 33 ans maintenant, je n'ai jamais travaillé et jamais vendu qu'à des gens que j'estimais. Et j'ai souvent dit non, et j'espère avoir encore longtemps le luxe, très cher payé, c'est du luxe, de dire non, parce que c'est le mot le plus important dans toutes les langues. Eh bien nous, on dit oui. Oui. Merci de votre patience. Bonne fin de journée. Merci à vous.